vous, je ne sais pas, mesdames et messieurs, mais moi j'ai mal aux genoux. Alors, Dieu merci, nous avons un médecin, mais Michel Simès nous a dit, je veux bien répondre aux questions des spectateurs avec plaisir, mais pas de consultation médicale, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on peut remarquer que lorsque nous recevons un médecin ou un professeur de médecine, tous les malades de la presqu'île viennent ici demander son avis à notre invité, mais il n'a pas le droit de le donner. Parce que une consultation médicale se fait en cabinet. Donc je vous demanderai, si vous avez des questions à poser, d'éviter les cas personnels, s'il vous plaît. Parce que moi j'ai mal aux genoux et je n'en parlerai pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir Michel Simès. Bonjour, merci. Il y a du monde, hein? Tout le monde a mal aux genoux. Je vais vous dire moi aussi. Donc, vous aussi, je sais. Vous avez de l'arthrose. Vous en parlez dans votre livre. Ah, vous voulez qu'on commence tout de suite par non, mais comme, dire tout ce qui ne va pas. J'ai plein d'autres trucs, hein, si vous voulez. On parle de votre livre, et comme vous râlez un peu contre le vieillissement de votre corps qui vous empêche de faire tout le sport que vous aimeriez faire, eh bien oui, vous êtes comme tout le monde. Oui, c'est vrai que je vieillis. Malheureusement, je suis comme tout le monde. J'ai pas trouvé. Alors, je m'entoure de jeunes dans ma rédaction, dans tout ça. Mon cerveau reste assez jeune. Mais le cerveau ne vieillit pas. Non, mais le reste... enfin, si, il vieillit quand même. Mais le reste, en revanche... enfin bon, on ne va pas commencer à déprimer tout le monde. Non, mais... Donc, vous êtes ici à la Baule. C'est une plage que vous connaissez, je crois. Ça vous rappelle des souvenirs d'enfance. Je connais le Pouliguen, surtout. Le Pouliguen, j'ai passé, je ne sais pas combien d'années de vacances au mois de juillet au Pouliguen, au Club Mickey, c'est pour dire que j'étais petit. Hein. Ouais. Club Mickey, le port, j'ai eu sur la jetée, j'allais pêcher les perlans, et j'ai eu mes premiers émois là-bas, mais que j'étais jeune. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas, il n'y a pas une Patricia ici, parce que c'est... J'avais... J'étais très amoureux d'une Patricia à l'époque qui habitait le Pouliguen. Je ne sais pas si... Non, elle n'est pas là apparemment. Apparemment. Bon. Cela dit, je préfère. Hein. Alors, vous n'en parlez pas dans votre livre, et pourtant c'est un livre, c'est le premier de vos livres qui soit très personnel. Vous avez décidé, c'est je crois votre 7e livre, en 7 ans. Donc ça, c'est quand même... Vous êtes quand ça même, en fait vous êtes un quand par même an. Gonflé un par an depuis 2015. Et là, vous avez dit, on vous a forcé un peu, vous parlez de vous. Vous racontez votre vie, vous racontez votre aventure, au fond. En fait, on m'a forcé, oui, enfin, je me suis forcé tout seul. Ce qui m'a forcé un petit peu, c'est le Covid. Parce que j'ai fait un peu comme tout le monde, un petit peu d'introspection pendant cette période où je travaillais beaucoup moins que d'habitude, où je pouvais réfléchir un petit peu. Une période qui, quand même, m'a pas mal secoué sur le plan médical, parce que je suis allé en réanimation aussi donner un coup de main. Et puis surtout, j'ai pris le temps, ma famille était partie dans le sud, et j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu. Et puis finalement, moi qui n'ai jamais voulu parler trop de façon personnelle de ma vie, pour plein de raisons, parce que je trouve que quand on fait de la télé ou qu'on est un peu public ou populaire, on a l'impression que le monde tourne autour de soi. C'est un milieu, la télé, les médias en général, il y a beaucoup de nombrilisme, il y a beaucoup de gens qui sont quand même très remplis d'eux-mêmes. Et que parce qu'ils sont animateurs ou parce qu'ils présentent une émission, ils vont écrire un livre sur eux pensant que ça va intéresser le monde entier. Et à chaque fois, je me disais, mais enfin, je veux dire, c'est que des gens qui font de la télé. Et puis moi, progressivement, réfléchissant, je me suis dit que j'avais une bonne cote auprès des Français, parce que depuis des années et même des décennies, j'essaye de rendre compréhensible la médecine, j'essaye de la rendre digeste avec... voilà, avec un jargon qui n'est pas toujours facile à comprendre. J'essaye de rassurer les Français, et le succès des émissions, le succès de ce que j'ai pu faire
me fait penser que voilà, j'ai une certaine légitimité, une certaine crédibilité. Vous parlez de votre double expérience de médecin et d'homme de médias. Voilà. Et oui, parce que les médias me permettent de faire passer au plus grand nombre ce que je fais passer en consultation avec mes patients. Et d'ailleurs, le livre commence par votre dernière consultation d'ORL à l'hôpital Pompidou. Vous mettez fin à 45 ans d'exercice de la médecine. Et puis, bon, vous racontez comment vous y êtes venu, comment d'une passion, vous vouliez être vétérinaire, et puis comment vous êtes venu difficilement, mais obstinément à la médecine. Ouais. Oui. Et puis après, comment vous avez voulu faire de la radio. Oui, la médecine n'était pas une vocation pour moi. C'est ça. Hein, je peux pas, je pourrais créer la légende. Oui, depuis tout petit, je voulais sauver la vie. Voilà. Et non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment tardivement, c'est pas loin de mon bac que je me suis dit, tiens, j'aime la science, j'aime l'anatomie, c'est un métier qui est et je le dis aujourd'hui, bien qu'ayant vécu avec passion toutes ces années de médecine, c'était un métier qui avait une image, un prestige pour moi aussi, et vu l'histoire familiale que je rappelle dans le livre, il était important pour moi de rendre fiers mes parents, parce que la Shoah leur avait pas permis de faire beaucoup de choses, bien évidemment, et que le fait d'être médecin allait les rendre fiers, et en même temps j'épousais quelque chose de scientifique et qui me plaisait. Et donc c'est pour ça que j'ai fait médecine. Et quelque chose de difficile, parce qu'au fond, il y a un échec initial qui vous a beaucoup servi, c'est le fameux 6 sur 20 que vous avez eu à votre épreuve d'histoire au bac. Oui, et c'est fou, parce qu'aujourd'hui, vous dites que quelqu'un qui fait médecine et qui a raté son bac, enfin, il y a un petit problème, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 90%, je crois, à peu près, de réussite au bac. On peut rater son bac parce qu'on est malade, mais si on le rate et qu'on veut ensuite faire des études de médecine, on se dit que c'est un petit peu compliqué. Sauf qu'à l'époque, c'est pas pour me dédouaner, mais il y avait 60 à 65% de réussite au bac. Vous êtes né en 57. Je suis né en 57, et donc en 76, il y avait 65% de réussite au bac. Donc on pouvait éventuellement, surtout quand on ne le méritait pas comme moi, rater son bac, tout en réussissant après ses études. Oui, mais vous, il y a eu une injustice, Oui. Enfin un sentiment d'injustice en tout cas, Non, il y a eu une injustice réelle. C'est pas qu'un assentiment, j'ai eu une injustice, je résume. Miraculeusement, j'ai très peu de points à rattraper à l'oral, je ne sais pas comment je fais. Et miraculeusement, l'oral d'histoire, la prof me pose une question. D'abord, l'histoire me passionnait, j'avais eu un peu souvent, c'est les profs qui nous rendent les choses passionnantes. Le prof m'avait rendu cette histoire passionnante. Je connaissais par cœur la question qu'on m'a posée, c'était sur le wagon plombé, Lénine, machin, et je déroule. Et je déroule, mais je me la pète pas, je suis quand même en train de passer mon oral de bac. Aucun problème. Le truc, le livre. Et elle me met une note éliminatoire 6 sur 20. Oui. Et je rate mon bac. Et là, je rentre chez moi, alors, effondré, mais je rentre chez moi, j'appelle immédiatement mon prof, je lui dis, je comprends pas. Et il me dit, dites-moi ce que vous avez dit. Je lui récite de nouveau le cours. Il me dit, je viens avec vous demain au lycée pour rencontrer la prof. Ce prof, il avait 60 ans et quelques. Enfin, il était en fin de carrière. Il était en fin de carrière, donc oui, c'était pas le genre à se déplacer à chaque fois que quelqu'un ratait son bac. Et la prof n'a jamais voulu le recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Mais effectivement, c'est un élément fondateur pour moi. Je crois qu'on a tous besoin d'un événement dans sa vie qui vous met un coup de pied au cul et qui vous dit, bon, ok, vous n'avez pas voulu. Moi, ça a été... Mais je l'ai su et je l'ai compris que plus tard. Encore maintenant. Oui, mais je l'ai compris plus tard en me disant, mais c'est pourquoi j'ai cette haine de l'échec. C'est ça. Et pourquoi je veux toujours essayer des choses et me dire, et c'est le titre du livre, que rien n'est impossible. Et j'ai voulu toute ma vie, je pense, et inconsciemment,
prouvé que malgré cet échec au bac, malgré cette injustice, rien n'était impossible, ou en tout cas, je ne devais pas me dire qu'il ne fallait pas essayer ce que j'avais envie de faire. D'autant que vos épreuves n'étaient pas terminées, vous repassez votre bac, vous l'avez, vous rentrez en première année de médecine, ce qui est très difficile, on le sait. Ouais. Et là, à la fin de la première année de médecine, nouveau gadin. Non. Si. Ah si. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, vous avez été recalé. Non. Ah oui. Et repêché. Ah oui. Ah il oui. connaît mieux ma vie que moi. Putain, il est formidable. Attends, je vais éteindre mon téléphone parce que sinon ça va pas arrêter de vibrer, ça va me gêner. Oui, mais vous avez entièrement. Vous étiez le Non, 11e. c'était pour voir si vous aviez bien lu. Oui. Oui, c'est fou cette histoire aussi. Mais je pense que j'ai un petit ange au-dessus de la tête. Mais effectivement, alors, en médecine, dans les années 70, à la fin des années 70, il y avait ce fameux numerus clausus où il y avait 10% de reçus sur tous les candidats. Il y avait 1100 candidats à la faculté de médecine de Necker et il y avait 110 reçus. Et les résultats, et c'était ma première tentative, et vous savez peut-être que en général, quand on réussit médecine, on le réussit du deuxième coup, tellement c'est compliqué, tellement les études, tellement la première année est difficile. Et moi, deuxième miracle, je suis 11e recalé. Alors je parle de miracle parce que quand vous arrivez 121e sur 1100 candidats après avoir raté votre bac une première fois, vous vous dites que bon, hein, on est presque content. Ouais. Mais je suis recalé. Et là, il faut que je repasse l'année suivante. Et là, parmi les 11 recalés qui étaient devant moi, il y a un type dont le père est avocat et qui regarde la liste et qui s'aperçoit qu'il y a 11 étrangers qui ont été pris. En plus, il y avait un quota d'étrangers qui était pris et il y en avait 11 de trop. Que voulez-vous qu'il advienne? Il va voir le doyen, il dit « Monsieur le doyen, c'est pas possible, il y a 11 de trop. » Et le doyen donc en réfère au ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, qui dit « Rajoutez-moi 11 places. » Voilà. C'est pas compliqué la vie, hein. Et j'arrive, dernier reçu. Mais reçu quand même. Mais reçu quand même, voilà. La ligne rouge sous le nom. Voilà. Donc là, c'est le petit ange qui s'était manifesté. Qui commençait à se manifester. Ouais. Alors, vous racontez tout ça, c'est très gai ce que vous racontez, vos années d'internat. Vous étiez un sacré carabin. Vous étiez le président et l'économe de la salle de garde. De la salle de garde. Ouais. Ah bah, j'en ai des séquelles. Hein. Pour ceux qui regardent des émissions ou qui ont regardé le magazine de la santé. Oui, l'esprit carabin ne vous a pas quitté. N'a pas quitté du tout. Et vous regardiez le magazine de la santé, oui, quand je présentais avec Marina, et c'était drôle parce que moi je pouvais pas m'empêcher. Et quand j'avais commencé l'émission, bon, vous me connaissez si vous êtes venu là, mais je suis plutôt déconneur. Et l'émission, à chaque fois, quand on a commencé le magazine de la santé, à chaque fois que je sortais du plateau, que j'avais fait une vanne, le producteur me rentrait dedans en me disant « Écoute, arrête de déconner, c'est pas possible, tu vas décrédibiliser l'émission, il y a des gens qui sont malades, qui regardent l'émission, on peut pas se foutre comme ça, on peut pas rigoler, c'est une émission de santé, arrête. » Et puis il a compris un jour que ça devenait le succès de l'émission et que finalement, voilà. Mais je me freinais tout le temps. Et d'ailleurs, vous avez bien vu les réactions de Marina qui, quand elle n'avait pas un fou rire, avait les narines qui se dilataient quand je faisais une vanne parce qu'on n'a pas reçu la même éducation et qu'il y avait des choses qui la gênaient un peu. Et ce soir, avec Léa Salamé, vous êtes... Alors ce soir, avec Léa Salamé, d'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder cette émission sur France 2. On a tourné cette émission hier soir. Et Léa Salamé est une grande professionnelle, très sympa, et vraiment, ça s'est super bien passé. Et si vous ne m'avez jamais vu m'énerver, vous me verrez m'énerver ce soir contre un de nos invités. Mais regardez là, il y a un très beau documentaire sur la santé en France. On est allé un peu partout. Et puis, c'est suivi d'un débat que je co-anime avec Léa. Voilà, parce que puis il y a Adriana Carambeu aussi, si vous voulez parler de tous les duos. Oui, on ne peut pas l'oublier. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Ouais. Oui. Et du sien, notamment. Et du sien. Et de son cerveau, parce que... Oui, ça n'est pas qu'un corps, oui. Bien sûr.
Non, non, mais dans le livre, vous vantez les qualités intellectuelles d'Adriana Carambeu. Ça a l'air de vous étonner. Qui ne nous avait pas échappé. Non, oui, d'accord. Non, Adriana est quelqu'un d'exceptionnel. Et pas physiquement, enfin si, elle est exceptionnelle physiquement aussi, mais elle est d'une intelligence, c'est une bosseuse, elle a fait 3 années de médecine, donc je la charrie un peu parce que parfois elle se prend pour un médecin, mais sinon c'est voilà, c'est une fille, tout ce que vous voyez à la télé dans ses émissions, elle travaille, on est à peine dans l'avion, elle a tout ce qu'on a écrit comme fiche sur tous les sujets médicaux. C'est pas sa langue maternelle et en plus c'est de la médecine, c'est compliqué. Mais alors c'est vraiment fabuleux de travailler avec elle. Parce qu'au-delà de l'exercice de la médecine que vous avez fait pendant 45 ans comme ORL, vous avez toujours eu envie de communiquer, d'expliquer aux gens. Et ça, vous l'avez voulu, on n'est pas venu vous chercher. C'est vous qui avez fait une cassette que vous avez donnée à Pascal Delannoy. Oui. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Le début, en fait, quand j'étais jeune médecin interne, et encore aujourd'hui d'ailleurs, j'adore expliquer. Moi je suis ORL, et quand je devais expliquer à une maman qui venait avec son enfant pourquoi il avait une otite séreuse, c'est-à-dire qu'il avait un peu de liquide dans l'oreille, que ça pouvait entraîner des difficultés d'audition, etc. Je faisais un petit dessin sur l'ordonnance avec les petits osselets, etc. Et j'expliquais pour que la maman puisse le soir rentrer avec l'ordonnance et le petit dessin pour voir le papa, pour lui expliquer ce qu'il y avait. Et progressivement, je me suis mis à me dire, tiens, je vais raconter une histoire. Alors j'ai payé avec le peu de sous que j'avais, j'ai payé un petit dessinateur pour me faire une petite histoire. J'ai réussi à vendre ça à un laboratoire. Et puis après, j'allais à Chartres, j'étais interne à Chartres, je partais de Paris, et puis j'écoutais France Info qui venait de naître et qui avait une chronique santé. J'ai chronométré la chronique, je me suis mis pendant mes gardes à écrire quelques chroniques. Et puis j'ai envoyé une cassette, c'était cassette à l'époque, hein, c'est le truc avec le crayon là, vous savez, une cassette à Autoroute FM, 107.7. Vous connaissez 107.7? Ils m'ont envoyé chier. Et ils m'ont dit non, mais ça ne nous intéresse pas. J'aime bien le rappeler maintenant, c'est marrant, je suis méchant. Et après, j'ai envoyé et après, je faisais des rallyes pour gagner ma vie comme assistant, comme médecin. Et j'ai rencontré des journalistes. Et puis un jour, on m'a appelé sur Europe 2 en me disant, tiens, tu veux pas écrire 1 minute scientifique par semaine pour les journalistes? Et je me suis mis à gratter. Et puis un jour, toujours parce que rien n'est impossible, j'ai des copains qui me disent, mais ce que tu fais sur Europe 2, c'est quand même très bien, pourquoi tu vas pas à France Info? Genre, vous avez quelqu'un qui sort d'une école de journalisme, on lui dit, pourquoi tu vas pas présenter le 20h, vous voyez? Et ben j'y suis allé avec une cassette, j'ai déposé la cassette sur le bureau du patron, et ils m'ont appelé 48 heures après, le petit ange s'était encore manifesté. Voilà, c'était Pascal Delannoy qui vous a dit, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes médecin. Vous n'êtes pas journaliste. Il m'a dit, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes médecin. La médecine est de plus en plus compliquée. Même nous, journalistes, on a parfois du mal à comprendre. Donc, il nous faut quelqu'un qui est capable de vulgariser. Alors, vous aimez la rigolade, vous avez de l'esprit, de l'humour, et c'est une partie de votre popularité. Mais pas seulement, parce que vous êtes également un petit sensible. Par exemple, vous n'avez pas voulu faire pédiatrie parce que c'était trop difficile pour vous. Mon premier stage d'externe, donc en 3e année de médecine, moi j'étais à la faculté de médecine de Necker, je l'ai fait dans un service de neurochirurgie pédiatrique. Alors, neurochirurgie pédiatrique, pour vous expliquer simplement, c'est les tumeurs du cerveau, les hydrocéphalies, vous savez, les enfants qui ont des très gros crânes parce que le liquide céphalorachidien ne s'évacue pas correctement. C'est les enfants qui meurent. Et quand vous êtes en 3e année de médecine, vous avez 21 ans. 21 ans. Et à l'époque, je n'étais pas papa encore. J'ai été papa plus tard. Cette expérience ne m'a pas traumatisé parce que c'était de la médecine. C'était mon premier stage de médecine. Et puis progressivement, et je pense que le jour où je suis devenu père, il doit y avoir une partie de mon cerveau qui m'a dit je ne supporte plus la souffrance des enfants.
Et effectivement, il y a eu, j'ai basculé dans le. Pourtant, en ORL, on traite les enfants, mais c'est pour les otites, etc. Ça ne posait aucun problème. Mais tout ce qui est souffrance de l'enfant, cancer de l'enfant ou des maladies graves chez l'enfant, je ne supportais plus, à tel point que quand je présentais le magazine de la santé avec Marina et qu'on avait des reportages sur les enfants qui passaient, je ne regardais pas. Parce que sinon, au retour plateau, je ne pouvais pas parler. Donc, bon, c'est une certaine émotivité, une sensibilité, justement. D'ailleurs, il y a une vingtaine de pages très émouvantes dans votre livre où vous laissez parler votre émotion, c'est lorsque vous parlez de la Shoah, qui a été l'objet de votre premier livre, justement. Hippocrate aux Enfers. Hippocrate aux Enfers, Ouais. en 2015. Hippocrate aux Enfers, c'était un livre sur les expériences faites par les médecins nazis pendant la guerre. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'ai fait un voyage de mémoire tout seul à Auschwitz, parce que j'ai mes deux grands-pères qui sont morts à Auschwitz et j'ai voulu y aller un jour. Et je me suis retrouvé devant le bloc numéro 10, qui est le bloc dans lequel il y avait les expériences médicales. Et je me suis dit qu'un jour, à l'époque, je me suis dit un jour il faudrait quand même peut-être que j'écrive parce que, justement parce que j'ai une certaine popularité, peut-être que cette partie de la Deuxième Guerre mondiale, qui est assez peu connue, on connaît le code de Nuremberg, on sait qu'il y a eu, des choses horribles qui ont été faites dans les camps de concentration sur les déportés. Mais c'est une partie qui était assez méconnue par le grand public et que je voulais raconter. Et donc j'ai écrit ce livre parce que c'est une histoire aussi familiale. Et effectivement, j'en reparle. Et vous en reparlez aussi parce que vous évoquez une femme importante dans votre vie, c'est votre grand-mère. Oui, ma grand-mère Glika. Voilà. Glika qui est morte à 100 ans. Et Glika qui était donc la mère de mon père. Et qui a beaucoup compté dans votre enfance et d'ailleurs dans votre vie. Qui a beaucoup compté dans mon enfance et qui, après avoir traversé, elle a perdu son mari, elle a perdu, tout ce que les gens ont pu vivre pendant la Shoah, elle s'en est sortie. Et elle était, elle avait quand même une certaine joie de vivre. Et c'était ma grand-mère adorée qui m'a beaucoup marqué, qui m'a tellement marqué que à chaque fois que je fais quelque chose, je l'appelle Glika. C'est ridicule, mais j'ai monté une société, je l'ai appelée Glika. J'ai acheté un bateau, je l'ai appelé Glika. Il y a eu Glika 1, Glika 2. Et j'ai des casquettes pour le bateau marquées Glika. En fait, partout où je vais, il y a Glika. Est-ce que vous tenez d'elle cette formidable énergie qui vous a toujours animé? Parce que vous êtes insupportable tellement vous voulez faire plein de choses. Merci. Alors, je ne sais pas si je la tiens d'elle. Je la tiens probablement d'une particularité de mon cerveau qui fait que je suis TDAH, c'est-à-dire touché par les troubles de l'attention qui peuvent être avec ou sans hyperactivité. Je pense que j'ai tiré le gros lot de l'hyperactivité sans que ce soit un handicap. Parce que l'hyperactivité peut être un véritable handicap. Quand vous avez des gamins qui sont touchés par l'hyperactivité, qui sautent de table en table, que vous n'arrivez pas à arrêter, et qu'on met sous Ritaline, là c'est autre chose. Moi j'ai une hyperactivité qui est plus une sorte d'enthousiasme pour tout ce que je fais et qui me donne cette énergie, oui, sûrement. Vous vouliez être footballeur, vous faites maintenant, vous êtes comédien, vous êtes absolument partout, vous faites donner des conférences, vous êtes à la Baule, vous avez aussi un journal, Dr. vous Good, écrivez des livres, oui, Dr. Good avec votre frère. Ça va, oui? Oui, ça va. Mais si vous voulez, je ralentis. Hein. Mais vous vous engagez aussi pour les Jeux Olympiques? Oui, je suis ambassadeur santé de Paris 2024. Mais vous savez, alors c'est vrai que quand vous énumérez tout ça, vous vous dites, mais il ne dort pas, comment il fait, etc. Moi, je crois que dans la vie, quand on a la chance d'avoir ma position, c'est-à-dire d'avoir une certaine notoriété, d'avoir une belle réussite, ma vie est absolument extraordinaire, on s'entoure de gens.
je fais bien sûr pas tout ça tout seul. Dr Good, j'ai une équipe, il y a une rédaction, même si je chapeaute un petit peu tout ça. Moi, j'ai toujours eu la chance de m'entourer de gens, d'équipes qui... j'ai jamais eu de trahison, jamais eu de problème avec des gens qui m'entourent. Et ce qui fait que ça me permet de décupler un peu tout ce que je peux faire dans une journée. Bien évidemment que je ne pourrais pas faire tout ça si j'étais pas entouré. Et puis moi, j'ai besoin, et je l'explique dans le livre, mais j'ai besoin d'avoir des projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un projet, où je pense à un truc, ouais, je vais en scooter au bureau le matin, un truc qui me passe par la tête, j'arrive tout de suite, j'appelle quelqu'un de mon équipe qui peut m'aider à développer ce projet, et ça ne m'intéresse presque plus. Une fois que j'ai lancé le truc, je passe à autre chose. Je le concrétise. Une fois que l'équipe a travaillé sur une émission, un sujet, sur quelque chose, bien évidemment que je vais les aider à travailler dessus, mais je passe tout de suite à autre chose. Ça, c'est votre côté footballeur. Oui, voilà, je passe la balle, du moment qu'il y a une passe décisive et qui marque le but, voilà. Et votre CAP de cuisine, où en êtes-vous? Oui, c'est un bon exemple. Je sais, ça fait marrer tout le monde. Je suis en train de préparer mon CAP cuisine. Voilà, vous dites, le mec, il est un peu taré. Et pourquoi je fais ça? Parce que toujours, rien n'est impossible. Je ne veux, dans la vie, rien m'interdire, non pas de réussir, mais d'essayer. J'adore faire la cuisine. Je suis frustré parce qu'il me manque des techniques. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des cuisiniers professionnels ou s'il y en a qui font beaucoup de cuisine, mais se servir d'une poche à douille, désosser correctement une volaille, lever des filets, la réaction de Maillard, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas et qui me frustraient quand je faisais la cuisine. J'aime pas être frustré. Voilà. Je supporte pas d'être frustré, ou en tout cas, quand je suis... Et c'est pareil pour... toute ma vie, j'ai été frustré de ne pas savoir jouer d'un instrument de musique. Oui, bon. Oui, mais vous avez appris, là. Non, mais je me suis dit, il y a un moment, j'avais, je sais pas, il y a 7-8 ans, je me dis, mais pourquoi tu t'interdis de jouer d'un instrument de musique? Parce que ton cerveau est plus vieux, que les connexions neuronales se font moins bien, que tu vas avoir mal à la tête en lisant une partition. Oui. Eh ben, j'ai appelé, alors je suis très pote avec Renaud Capuçon, le violoniste, et j'ai dit à Renaud, je veux pas finir ma vie sans avoir essayé. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il m'a dit, essaye le saxophone. Eh ben, j'ai pris des cours de saxophone. Je joue pour moi. Personne ne m'entend jouer, à part une fois où il a fallu que je le fasse pour Renaud, justement, en public. Mais je joue pour moi. Même ma famille ne m'entend pas jouer. Je m'éclate tout seul dans mon coin. Je sais lire des partitions aujourd'hui parce que j'ai essayé d'apprendre le solfège en même temps. Voilà, et j'irai pas plus loin. Je ne serai pas un virtuose du saxophone, mais je m'amuse. Et le CAP cuisine, je m'amuse parce que je le fais sur Internet. Je vais passer mon examen, je devais le passer en mai, je vais le passer en mai prochain parce que je tourne une fiction, c'est un peu compliqué. Mais j'apprends plein de techniques et c'est passionnant. Et je peux vous dire qu'à la maison, ils sont contents que je fasse mon CAP. Voilà. Alors, ce qui vous manque peut-être maintenant, c'est de pouvoir faire autant de sport que vous vouliez. Vous avez couru 3 marathons, mais maintenant... comme vous l'avez gentiment rappelé au début, mes genoux ne me permettent pas de tout faire. Mais je fais du vélo, par exemple. L'activité physique, je vous ai dit que j'étais ambassadeur santé de Paris 2024, qui est je suis très fier que Tony Estanguet m'ait demandé de faire passer le message avec un panel des plus grands médecins du sport, qui représente un collectif. L'idée, elle est d'expliquer aux Français qu'il faut bouger. Parce que la lutte contre la sédentarité et l'inactivité doit être un des piliers de la prévention aujourd'hui dans notre pays. Et la situation, je vous assure, est très très mauvaise. Mais moi, j'ai toujours aimé le sport. Mon père, il a 91 ans, il va à la salle tous les jours. Donc je pense que c'est génétique aussi. Et parce que j'ai besoin de me dépenser, parce qu'en plus je pense, c'est pas pour ça que je le fais, mais je pense que quand on parle médecine, quand on parle santé, quand on fait passer des messages de lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique, je pense que c'est mieux
d'être en accord avec ce qu'on dit. C'est ce que vous appelez le ruissellement par l'exemple. Voilà, exactement. Et je pense que c'est plus facile pour moi, probablement, que pour quelqu'un qui ne serait pas en condition physique et qui serait essoufflé à la fin de chaque phrase. En France, 80% des enfants ne font du sport qu'à l'école. Ouais. Est-ce que c'est normal? C'est une catastrophe. Ouais. Vous savez, vous avez vu pendant le Covid, vous avez peut-être appris un nouveau mot qui est la comorbidité, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont hypertendues, diabétiques, en surcharge pondérale, obèses et qui ont payé un très très lourd tribut au Covid. Ce sont ces personnes-là qui sont mortes du Covid. Et aujourd'hui, les enfants, on a un taux d'obésité chez les enfants qui est catastrophique. Et ces enfants-là, aujourd'hui, vont faire les adultes malades de demain, si on ne s'en occupe pas. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école avec le collectif pour les jeux. Et il faut impérativement qu'on arrive à faire passer des messages sur la lutte contre l'alimentation ultra transformée qui fait grossir les gamins, sur le fait qu'un gamin qui reste en permanence devant ses écrans est un gamin qui ne bouge pas, que 80% des gamins, leur seule pratique d'activité physique, c'est à l'école. Enfin, c'est dramatique. Je vais vous donner un seul exemple. Vous savez qu'il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1, qui est le diabète insulinodépendant, qui est un diabète d'origine génétique et qu'on a à la naissance. Et le deuxième diabète, c'est le diabète non insulinodépendant, qu'on appelle le diabète de type 2. Il y a quelques décennies, quand j'ai commencé mes études, on appelait ce diabète le diabète gras ou le diabète de la maturité. C'est-à-dire un diabète qui touchait en général l'homme de 50-60 ans qui ne se bougeait pas trop et qui avait un petit bidon. Ce diabète ne se voyait jamais chez les enfants, jamais. Aujourd'hui, on voit du diabète de type 2 chez les enfants parce qu'ils sont en surcharge pondérale et parce qu'ils ne bougent pas. C'est ce que vous attendez, entre autres, des Jeux Olympiques? Oui, moi j'attends des Jeux Olympiques que, d'abord, déjà le message est passé parce qu'on travaille beaucoup avec le ministère de la Santé et le ministère des Sports. Ces 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école vont être généralisées à la demande du président de la République et c'est en bonne voie. Nous avons dans les régions, nous mettons en place, grâce aux municipalités, aux régions, ce qu'on appelle le design actif. C'est-à-dire, on voit dans pas mal de villes des agrès dans les rues, des choses qui permettent de bouger, même en marchant, des parcours santé. Voilà. Et puis, il faut progressivement faire rentrer ça dans la tête du public en expliquant que ce n'est pas simplement pour perdre du poids, mais que c'est aussi pour augmenter son espérance de vie en bonne santé et pour diminuer le risque de cancer. Une femme qui a un cancer du sein et qui se met à faire de l'activité physique, c'est 40% de risque de récidive en moins. C'est beaucoup. Oui. La Baule est une des villes les plus sportives de France. Et bien évidemment, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, cher monsieur. Mais les conseils de santé publique que vous donnez, c'est dépistage, éducation, sport. Absolument, dépistage, parce que, et c'est pour ça que que je me suis dit pendant le Covid, si j'écris un livre sur un certain nombre de choses qui me sont arrivées, c'est uniquement pour que ça puisse rendre service au lecteur. C'est pas pour me raconter ou me la péter, j'ai pas besoin. Donc, pourquoi j'ai parlé de mon cancer, si vous voulez qu'on en parle? Parce que moi, j'ai eu de la chance, on m'a découvert mon cancer alors que j'ai un cancer du rein, une tumeur au-dessus du rein, découverte complètement par hasard, mais cette découverte de cette tumeur avant qu'elle ne fasse des métastases m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, le dépistage en France vous permet de dépister le cancer du côlon par la recherche de sang dans les selles, le cancer de la prostate, dosage du PSA et toucher rectal pour les hommes, le cancer du col de l'utérus par des frottis et le cancer du sein. Il y a moins de la moitié des gens qui peuvent aller faire ces dépistages qui le font dans notre pays. Et quand j'entends, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans des interviews à la télé ou à la radio, quand j'entends des gens me dire « je préfère ne pas aller me faire dépister parce que j'ai peur qu'on me trouve un cancer », moi j'ai un peu du mal à... Enfin, le raisonnement quand même. Bon d'accord, alors donc tu veux pas qu'on te trouve un cancer, donc tu préfères, si tu en as un, attendre qu'il y ait des symptômes et peut-être des métastases, et peut-être que ça va te tuer, plutôt que de le savoir maintenant, à un moment où on peut te sauver. Alors, je veux bien que les gens soient hypocondriaques, mais il
y a un problème de raisonnement de rationnel, quoi. Et donc, je me bats aussi pour ça, pour que les gens aillent se faire dépister. Alors, oui, vous consacrez à votre cancer un chapitre dans votre livre, c'était à la Clusa en mars 2008. Vous y êtes retourné, là, cette année? J'y vais tous les ans. Oui, c'est ça. C'est une sorte de pèlerinage. Ouais. En fait, je vous raconte en 2 secondes, mais on est en 2008, j'ai mon fils aîné qui a 11 ans, et on skie ensemble. Moi, je fais pas le fou à ski parce que j'ai pas envie de me casser un truc, j'ai pas le temps, les émissions, machin. Et dernière piste, dernier jour, dernière heure, il me dit viens papa, on va faire le snowpark. Le snowpark, c'est là où vous voyez les mecs qui sautent, les halfpipes, les tubes, etc. Et je lui dis bon, vas-y, je te regarde. Et puis quand même, je me dis, je ne vais quand même pas passer pour un abruti vis-à-vis de mon fils de 11 ans quand même, hein. Et donc je fais le half-pipe, et là, le half-pipe c'est un truc, vous savez, ça s'accélère parce que le tube, il se resserre, ce que je n'avais pas vu. Et il y a un moment, je saute, je me rétame et tout, je me fais très mal, je tombe sur le ventre. Je me fais une côte, parce que je fais les radios un peu plus tard. Je vais, les semaines passent, je suis fatigué. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des fractures de côte, mais ça fait mal parce qu'à chaque fois que vous respirez, ça fait mal. Vous ne savez pas comment dormir, etc. Et au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, je suis vraiment fatigué. Puis je vais voir un pote à l'hôpital. Je lui dis, écoute, examine-moi parce que si ça se trouve, c'était à gauche, là, il y a la rate. Je lui dis, si ça se trouve, je me suis fissuré la rate, que je suis anémique, que j'en sais rien. Mais il m'examine, il me dit, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, on va passer un scanner, il passe un coup de fil, le petit ange. Et là, ah bah il y a un monsieur qui vient de se désister. Voilà, descendez tout de suite. Donc j'arrive, toujours à l'hôpital. Et je m'installe, je déconne avec le manipulateur radio, machin. Il me passe le scan et puis scanner, et puis à un moment, il arrête de déconner, et il vient me voir, et il me fait on va vous injecter un produit parce que le médecin voudrait voir un peu plus. Je suis un peu médecin. Quand vous déconnez avec quelqu'un et que brutalement il change de gueule et puis qu'il vient vous voir en disant tu as peut-être besoin d'un petit examen en plus, je me dis qu'est-ce qui se passe. Mais bon, l'examen se passe et effectivement le radiologue m'appelle, il me dit je peux vous voir dans mon bureau. Alors là enfin je vous dis ça, il peut avoir envie de vous voir dans son bureau pour payer, hein. mais bon, moi je payais pas, donc et j'arrive dans son bureau et mon copain qui m'avait examiné était là alors qu'il n'avait rien à faire ici, et il m'annonce qu'effectivement ils m'ont trouvé une tumeur cancéreuse au-dessus du rein qui n'avait strictement rien à voir avec les symptômes que j'avais. Elle était posée au-dessus du rein, elle faisait 3,5 cm, et à partir de 6 cm, vous avez un risque de métastase. Et comme je n'avais aucun symptôme, je n'aurais jamais découvert cette tumeur avant probablement des métastases. Et donc tous les ans, pour revenir à la Clusa, ça s'est passé à la Clusa, et tous les ans, je pars en vacances à la Clusa en février, et avec tous mes copains, on ouvre une bouteille de champagne sur le snowpark. Et on dit à la vie. Et voilà. sans rancune. Ouais. Et donc, c'est l'occasion, quand vous parlez de ça dans votre livre, avec beaucoup de pudeur, parce que vous êtes pudique, mais vous parlez de l'importance de la parole dans la médecine. Faut-il parler? Faut-il se taire? Que faut-il dire aux patients? Est-ce que les patients doivent exprimer leur maladie? C'est important, ça, ces questions. Alors, en tant que médecin vis-à-vis du patient Oui, et en tant que patient vis-à-vis Alors, en tant que médecin vis-à-vis du patient, avec l'expérience, on apprend à comprendre la psychologie du patient que vous avez face à vous. Ça s'apprend, c'est vraiment l'expérience. C'est pas au début on est maladroit, et puis moi je me souviens avoir fait beaucoup de avoir eu quelques maladresses pour annoncer des choses quand j'étais jeune médecin. Et après, bien évidemment, il faut faire preuve d'empathie. Je crois que l'empathie est la principale qualité que doit avoir un médecin, savoir se mettre à la place du patient, savoir quoi lui dire, comment lui dire. Alors, il est certain qu'après avoir eu mon cancer, je n'annonçais pas les cancers de la même façon à mes patients. Et c'est pour ça aussi que je n'avais pas voulu en parler, parce que je voulais pas que, tant que j'exerçais, je voulais pas qu'à chaque fois que j'annonçais un cancer à un patient, ils me disent ah bah, vous savez ce que c'est, docteur. Mais
Mais je pense que voilà, il faut savoir parler à un patient, il faut savoir se taire aussi. Vous parlez, il faut savoir déceler les blessures enfouies sous le silence. Oui, et Ben, puis, oui, et puis surtout, je crois qu'il faut. Il m'est arrivé, moi, d'avoir des patients en ORL. Vous mettez un fibroscope, les fibres optiques dans la gorge, et vous pouvez déceler un cancer du larynx immédiatement. Au premier coup d'œil, vous savez que c'est ça, et vous ne le dites pas. Vous n'évoquez même pas le risque que ce soit ça, parce que vous sentez que le patient... vous savez, parfois j'ai des patients qui rentrent, enfin qui rentraient, j'ai arrêté, mais qui rentraient, ils étaient blancs comme vos feuilles, ils tremblaient, parce qu'ils se disaient, pourvu que j'ai pas un cancer. Ces gens-là, vous ne pouvez pas leur annoncer, même si vous en trouvez un. Il va falloir prendre du temps. Il va falloir leur dire, voilà, je vous avais une petite boule sur une corde vocale, c'est pas forcément grave, mais je suis obligé de vous demander des examens, on va aller faire des prélèvements et on verra. Et en même temps, vous dites, si jamais il y avait quelques cellules cancéreuses dans votre petite boule, sachez que on va pouvoir, en l'enlevant, faire ci, faire ça, parce qu'il faut les rassurer. Mais jamais vous pouvez annoncer à ces personnes-là un cancer. Alors il y a le silence, il faut savoir se taire aussi. Et oui, mais vous dites se taire, c'est dangereux. non, mais se taire, c'est dangereux. Quand j'ai un patient à qui il faut qu'à un moment on dise les choses. C'est pas tout. Se taire face à des patients, il faut pas que le patient, s'il a un cancer ou une maladie grave, on ne lui dise jamais. Parce que vous ne pouvez pas avoir un... Vous savez, quand vous êtes médecin et que vous traitez quelqu'un pour une maladie, vous formez un attelage à deux. Oui. Mais le patient doit aussi parler. Bien sûr que le patient doit C'est aussi ça. parler, Oui, mais mais parfois les patients, ils c'est ça, ils disent parlent rien. pas. Et puis il y a un secret de famille ou autre chose. Alors, ça... il peut y avoir un secret de famille, il peut y avoir des choses enfouies. En même temps, je ne suis pas psychiatre, mais vous sentez aussi quand des gens... moi, j'ai eu des patients qui ont eu un cancer et qui tout de suite ont pensé à leur papa ou à leur maman qui est morte d'un cancer, et tout de suite, ça réveille tellement de souffrance et de douleur que finalement, il se sent condamné avant même que vous ayez eu le temps de lui expliquer ce qu'on allait lui faire et qu'on allait pouvoir le guérir. Parce que si vous avez quelqu'un qui est mort d'un cancer dans votre famille proche et qu'on vous annonce le mot cancer, vous pensez à la mort. Quand on m'a dit j'avais un cancer, j'ai pensé immédiatement que je ne verrais pas mes enfants vivre. Enfin, Mais, que je ne vivrai pas pour voir mes enfants. mais la conclusion que vous tirez de cet épisode, c'est ayez confiance en la science. Ayez confiance en la science et sachez que même si on devait vous annoncer, je ne vous le souhaite pas, messieurs, dames, mais si on doit vous annoncer un cancer, il y a 60% de guérison. 60% de guérison. On ne parle pas de rémission, c'est-à-dire un cancer qui est silencieux jusqu'au moment où il va se réveiller. On parle de guérison. 60% de guérison. Quand j'ai commencé mes études de médecine, quand vous aviez un jeune qui avait un cancer du testicule, il y avait 99% de mortalité à 5 ans. C'était une condamnation. Aujourd'hui, c'est 99% de guérison. Le même cancer. Et pourtant, tout à l'heure sur France 2, l'émission s'intitule « Santé en France, l'état d'urgence ». C'est-à-dire vous allez explorer tout ce qui ne va pas. Et puis, alors on va explorer tout ce qui ne va pas et puis on va essayer de donner des solutions. Enfin, on va essayer, je sais, puisque c'était hier soir. Mais on donne des solutions, on donne des pistes, mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas bien du tout. Quel est le principal problème? C'est les études médicales, les déserts médicaux? C'est les déserts médicaux, le principal problème, bien évidemment, et c'est le burn-out et la fuite. Il y a plusieurs problèmes, mais les déserts médicaux, c'est le gros problème. Parce que quelqu'un qui ne peut pas avoir un médecin généraliste, ben, il va aller aux urgences dès qu'il va avoir un petit bobo. Donc vous surchargez les urgences. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont tellement surchargés qu'ils en ont marre et ils s'en vont. Il y a une hémorragie d'infirmières dans les hôpitaux aujourd'hui qui est complètement dingue. Il y a des dizaines de milliers de postes vacants. Et on est rentré dans une spirale complètement folle
de la santé en France. Et pourquoi ça? Pourquoi il y a des déserts médicaux aujourd'hui? C'est pas forcément parce que les jeunes médecins, bien sûr qu'ils veulent moins travailler que les vieux médecins de campagne, mais dans tous les métiers, pas qu'en médecine. Et il faut qu'on s'adapte à cette envie de sens, à cette envie d'avoir une vie familiale, une vie normale, et pas faire du 7h, 23h tous les jours. Mais on est en train de payer ce que la politique n'a pas su faire. Moi, je suis naïf, je ne suis pas un homme politique. Franck Louvrier qui est là, salut Franck, lui a plus fréquenté les hautes sphères de la politique, mais moi j'ai l'impression que la politique, enfin dans mon fort intérieur, c'est de l'anticipation, c'est prévoir. Dans les années 70, quand on met en place ce numerus clausus et on dit il n'y aura pas plus de 10% de reçus, il n'y a pas un mec qui pense qu'il y a une démographie, la population va croître, qu'avec les progrès de la médecine, on va vivre de plus en plus vieux. Qui dit vivre de plus en plus vieux dit vivre aussi avec de plus en plus de maladies. On savait déjà qu'il y avait une féminisation de la profession qui allait forcément faire que une femme, elle est enceinte, elle fait des enfants, elle a un congé maternité, donc elle ne peut pas en même temps travailler, donc on va manquer de médecins. Personne ne s'est dit ça. Non, ce qu'on s'est dit à l'époque, on s'est dit... la caisse d'assurance maladie a dit, bon, on est déjà en déficit, moins il y aura de médecins, moins il y aura de consultations, moins il y aura de remboursement. C'est ça qu'elle s'est dit à l'époque. Hein. Mais vraiment. Les médecins, les spécialistes, ils se sont dit quoi? Moi, je suis ophtalmo. Dans les années 70, je me dis, moins il y aura de jeunes qui sortiront en ophtalmo, et plus je gagnerai ma vie. Et moins je partagerai le gâteau. Donc, les syndicats et les sociétés savantes, syndicats de spécialistes, ils ont applaudi, mais des deux mains, quand on leur a dit il y aura moins de sorties des facultés de médecine. Et qu'est-ce qu'on fait? On le paye aujourd'hui. On le paye aujourd'hui. Il faut 10 ans pour faire un médecin. Alors le problème, c'est qu'il va falloir, et c'est ce qu'on dit ce soir dans l'émission, c'est que pendant au moins ces 10 ans-là, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et quand je vous dis que vous allez voir m'énerver ce soir, c'est qu'il y a des solutions qui sont les assistants médicaux pour décharger les médecins de leurs tâches administratives, pour qu'ils consacrent plus de temps à leurs patients. Il y a les infirmières de pratique avancée, ce sont des infirmières qui vont faire 2 ans d'études en plus et qui vont pouvoir décharger le médecin d'un certain nombre de tâches. Et quand je vois certains de mes confrères qui disent que c'est pas bien et que ces infirmières de pratique avancée, on ne peut pas faire de la médecine comme ça, on ne peut pas s'improviser médecin comme ça, et qu'il faut que le médecin soit au centre de tout. Mais bien sûr qu'il faut qu'il soit au centre de tout. Il faut qu'il soit disponible pour tout ce qui peut nécessiter la présence d'un médecin. Mais ce soir, vous verrez, il y a la représentante des médecins, une syndicaliste, qui m'a rendu dingue quand même. Donc voilà, il y a tout ça. On va y arriver parce qu'on ne peut pas faire en sorte que la santé ne reprenne pas le chemin qu'elle avait jusqu'à maintenant, et que la médecine, je vous rappelle que la médecine française est une des médecines les plus renommées au monde. On a des compétences médicales incroyables. On est un pays dans lequel on ne paye pas sa santé. Enfin, je veux dire, c'est quand même un modèle extraordinaire, mais il va falloir un petit peu de temps pour se remettre sur les rails. Vous faites l'éloge du médecin de campagne, mais le médecin de campagne n'existe plus. Il en existe encore, mais le médecin de campagne... C'est quoi le médecin de campagne? Le type qui, à 7h du matin, commence les visites, ils ne font plus de visites. Qui n'a pas de vie, qui ne mange pas à midi, qui, le soir, est jamais chez lui. Vous verrez, il y a un couple dans le documentaire, vous verrez un couple de médecins qui est à Mantes-la-Jolie, à côté de Paris, qui a ce genre de vie, et ils sont sur le plateau. Et la femme médecin, c'est 2 médecins généralistes qui sont mariés, et la femme se met à pleurer à la fin du documentaire, parce qu'elle est obligée de refuser des patients. Elle pleure. Et eux, c'est l'équivalent de médecin de campagne. Mais le médecin de campagne, il ne peut pas tout faire. La médecine, la technologie, les connaissances qu'il faut avoir aujourd'hui en médecine, c'est tellement compliqué. Et puis en plus, il passe un temps fou. Il y a 20% de son temps à faire des paperasses, quoi. Oui. Est-ce que les étudiants en médecine sont assez formés à la prévention et à la psychologie, selon vous? Plus aujourd'hui qu'avant, parce que la prévention... Alors,
pour la première fois, le ministère de la Santé s'appelle le ministère de la Santé et de la Prévention. Parce qu'on a enfin compris que pour éviter d'être malade, il fallait être en bonne santé. Eh oui, ça c'est un truc, il a fallu raisonner. Et donc, la prévention, aujourd'hui, est un élément essentiel de la santé en France. Et encore une fois, ce rôle d'ambassadeur santé pour Paris 2024, qui passe par la prévention grâce à l'activité physique et à la lutte contre la sédentarité, c'est un point essentiel. Et si vous faites de la prévention et que les gens sont moins malades, ils iront moins voir le médecin et on pourra peut-être s'en sortir aussi. Comment est-ce que vous arrivez à vous tenir au courant des changements de la médecine? Parce que plus ça progresse, plus c'est difficile, il faut se spécialiser. C'est à la fois une passion. Je suis vraiment passionné par tous les progrès de la médecine, et une obligation. Parce que je lis tous les jours Le Monde, Le Figaro, je vois les dépêches qui sortent, et je me tiens informé en permanence. Et puis parce que la médecine est tellement passionnante, elle évolue d'une façon incroyablement rapide avec des choses mais qu'on n'imaginait pas. Que moi, quand je vous parle de passion, ce métier est une vraie passion pour moi. J'ai la passion du service rendu aux patients, et ça j'ai arrêté parce que j'ai atteint l'âge de la retraite. Je n'ai pas continué 2 ans de plus, mais j'ai atteint l'âge de la retraite à l'hôpital, donc j'ai arrêté. Et j'ai la passion de la transmission. Et pour transmettre, ce que je suis en train de faire là avec vous, en vous expliquant pourquoi la prévention, pourquoi ces chiffres, l'obésité, etc. Il faut bien que je me forme en continu pour être à jour dans tout ça. Sinon, je ne pourrais pas venir vous parler d'autre chose que de moi. Est-ce que vous êtes un footballeur raté? Je pense que le club qui ne m'a pas pris n'a pas raté grand-chose. Oui. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, je voulais être footballeur comme beaucoup d'enfants. Et puis j'avais, oui, mais vous, c'est vraiment une passion. Non. Ah oui. Alors, aujourd'hui, je suis supporter de cet excellent club qui fait des miracles tous les ans. C'est-à-dire qu'avec beaucoup d'argent, il ne fait rien, qui est le PSG. Mais pourquoi, justement? Ça, c'est quand même étonnant. Vous voulez qu'on parle de ça? Parce que là, on va rester encore 2-3 heures. Oui. Non, je suis supporter du PSG depuis 1974. Ah oui. Et je vais au Parc des Princes pratiquement tout le temps, sauf quand je suis très énervé, comme en ce moment. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que, qu'est-ce que vous voulez, on a engagé des mercenaires et non pas des joueurs, et qu'on a des individualités, pas une équipe. C'est pas moi qui... ça fait longtemps. Enfin, le Matra Racing, c'était pareil. L'OM, à un moment, c'était pareil. Il faut prendre l'exemple sur Nantes. Nantes forme ses joueurs. Nantes forme ses joueurs. Ouais. Bon, Nantes forme ses joueurs. Il y a une école nantaise. Le PSG, le problème, c'est qu'on va aller chercher Messi qui va nous faire 2-3 miracles. On va aller chercher Neymar qui a des chevilles en carton et qui va nous faire aussi parfois 2-3 miracles. Et le seul qui fait des miracles à chaque match, c'est Mbappé. Voilà, il faut qu'on... Et pourquoi? Mais tous les ans, on y croit, et puis tous les ans, on souffre. Et vous prenez plaisir à les voir jouer? Pas aujourd'hui, non. Voilà, c'est ça. Non, mais vous savez, quand vous êtes passionné par quelque chose, moi je suis passionné par le foot, je suis passionné par le PSG, et à chaque fois je me dis, bon, allez, ça va être la bonne, et c'est la mauvaise. Voilà. Mais c'est une vraie passion, hein. J'y vais avec mon frère, j'y vais. Vous savez, quand vous allez au stade, vous allez au stade, c'est pas que le match. Oui, on va bouffer ensemble avant, on parle du PSG dans la semaine, on va voir les matchs, on se réunit chez moi sur un écran géant, on boit des bières, voilà, c'est tout ça le foot. C'est pas que d'aller voir perdre contre Rennes 2-0 au Parc des Princes, quoi. Et la comédie? Vous êtes comédien maintenant aussi? Oui, je suis un acteur, oui. Vous êtes un acteur ou vous êtes un imposteur chez les comédiens? Alors, vous prenez la place de... Je suis imposteur dans tout. Vous avez bien lu mon livre. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je me demande toujours pourquoi tout ce qui m'arrive. Et un jour, j'étais à RTL et parce que je joue dans des téléfilms. J'avais fait Meurtre en Pays d'Oléron. Je ne sais pas si vous avez vu la Doc Helveto, les 2 premiers épisodes. Les 2 prochains vont passer bientôt. Et un jour, j'étais à RTL et il y avait Dujardin qui était là. J'ai eu une admiration folle pour Dujardin et il me fait... Alors,
On fait l'acteur. Là, vous vous sentez con, hein? Bon, non, non, non. Non, non, pour m'amuser. Voilà. Oui, mais je fais ça pour m'amuser. Aujourd'hui, que je suis en fin de carrière télé, enfin médiatique, Pourquoi? j'ai décidé. Pourquoi Oh, dites-vous parce ça? que je vais pas. J'adore Michel Drucker, mais je vais pas me druckeriser non plus. C'est, Oui, mais tant que vous avez à transmettre, tant que vous avez des choses à oui, dire. mais bon, il y a d'autres choses. D'abord, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Je voudrais un peu profiter des années qui me restent pour faire autre chose que de bosser. Et puis, je continue. L'émission de ce soir en est un exemple. Mais j'ai envie vraiment aujourd'hui de m'amuser. J'ai lâché le magazine de la santé parce que je commençais à m'y Oui, ennuyer. oui. Donc, au bout de 20 ans de quotidienne, c'était un peu long. Maintenant, j'ai décidé de faire que ce qui me fait plaisir. Donc, on m'a proposé de jouer des fictions. Je suis en tournage en ce moment en Auvergne, j'y vais demain. Ça m'éclate, et quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Le rôle d'ambassadeur Paris 2024 va m'occuper quand même pas mal d'ici juillet 2024. Alors la date, c'est le 26 juillet, c'est ça? Ouais. Ça commence. Et ça va m'occuper pas mal. Mon CAP, très important, mon CAP. Mon CAP cuisine, il faut encore que j'apprenne à bien faire la pâte sablée. Et voilà, ça va Et m'occuper il y a aussi. aussi les associations pour lesquelles vous travaillez, la chaîne de Ouais. l'espoir, l'enfance majuscule, Oui, parce Sparadrap. que ça, je me dis que c'est normal que ma petite popularité serve à d'autres qu'à moi. Et je suis parrain de 3 associations, paradoxalement pour les enfants, alors que je ne porte pas les enfants qui souffrent, l'enfance majuscule qui s'occupe de l'enfance maltraitée, Sparadra qui aide les enfants qui sont hospitalisés à mieux comprendre ce qu'on va leur faire, grâce notamment à la possibilité pour les parents de dormir dans les chambres, grâce à des petits fascicules où on leur explique ce qu'ils vont avoir. Et puis alors, j'ai Sparadra, La chaîne de l'espoir. et la chaîne de l'espoir, qui est l'association présidée par Alain Deloche, où je suis membre fondateur pour aider les enfants qui ne peuvent pas être opérés dans les pays pauvres à être pris en charge. Alain Deloche, que nous avons Que vous avez reçu reçu, d'ailleurs oui. ici. Oui. Et le prochain livre? Le prochain livre. Parce que là, il y a un livre par an. Ouais, Et puis mais ça marche. non, mais je crois que je suis arrivé très franchement pour les bouquins pour lesquels je m'investis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, c'était le dernier. Ça a été difficile à écrire? Parce que Moins, vous vous êtes confié quand même. Vous êtes, moins que Hippocrate. Ah oui. Moins qu'Hippocrate. Hippocrate aux enfers, ça a été une vraie douleur parce que j'ai lu énormément. Je suis allé à Auschwitz plusieurs fois. Il y a eu un Et en plus, vous avez documentaire. été attaqué. On vous a attaqué. Et en plus, j'ai été attaqué par des médecins strasbourgeois. Ils ont du mal avec leur passé là-bas, hein. Oui. Et oui, j'ai été attaqué parce que j'avais dit que on m'avait appelé pendant que j'écrivais le livre en me disant on pense qu'il y a des bocaux dans lesquels, dans l'Institut d'anatomie de la faculté de médecine de Strasbourg, il y a encore des bocaux qui contiendraient des restes humains de déportés. Au moment où on m'avait dit ça, j'y suis allé, j'ai rencontré le chef de service qui me dit mais c'est des conneries, voilà, il n'y a plus rien depuis longtemps, on a tout enterré au musée juif de Cronenbourg. Si vous voulez, je vous fais faire le tour du service, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, machin. Bon. Et pourquoi ça a fait une polémique? Parce que quand j'ai visité l'Institut d'anatomie de Strasbourg, le chef de service, très fier, me fait monter dans l'escalier magistral qui emmène dans ce très bel institut d'anatomie. Et il venait de le faire par un décorateur. Et les murs étaient rouge carmin, soulignés de noir. Et donc je lui dis, pardon, mais vu le passé, parce que vu le passé ici, rouge carmin, des bandeaux noirs autour, ça, non, c'est vous qui avez eu l'idée. Et puis il regarde, il dit, oh merde. Je relate dans le livre cette petite anecdote qui lui a pas plu du tout. Et après, et je relate aussi cette histoire de bocaux que j'avais rien vu. Voilà. Et donc grosse polémique. Vous nous accusez de conserver des restes humains. C'est un scandale. Le patron des universités d'Alsace m'attaque, fait une conférence de presse, un truc fou. Je suis attendu à la librairie Kléber où j'allais signer par des snipers médecins de la fac qui venaient
il y avait 400 personnes dans la salle, il y avait des snipers qui venaient m'insulter pendant le truc, enfin, un truc de fou. Et à la suite de ce bouquin, une commission est mise en place et ils découvrent des restes humains dans des bocaux dans l'Institut d'anatomie. Et voilà. Et après, j'ai laissé tomber. Voilà. Et vous avez vendu 200 000 exemplaires Ouais. de ce livre, et donc le message est passé, quoi. Le message est passé, mais je suis très fier non pas du succès de ce livre pour des droits d'auteur, mais je suis très fier de ce livre parce que je pensais vraiment qu'il intéresserait que quelques personnes comme ça. Et en fait, il est recommandé dans les facs de médecine par les doyens, qui recommandent aux étudiants en médecine de le lire pour voir ce que la médecine peut vous amener à faire. Eh bien, la médecine peut aussi vous amener à vous confesser ce que vous avez fait dans ce livre. Rien n'est impossible. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Michel Merci Simès, beaucoup. vous savez que vous avez de multiples raisons de revenir à la Baule. D'abord pour jouer du saxophone, Oui, bah, puisque ça, nous avons vous pouvez toujours attendre. un Oui. bel audito. Ensuite, nous avons quand même des infrastructures sportives et une plage Ça, je sais. très douce pour les genoux. Puis je vais essayer de retrouver Et puis Patricia. Patricia vous attend. Je vais essayer de retrouver oh, Patricia. Il faut que je retrouve son nom. Patricia, comment elle s'appelait? Oh, Une grande brune. Elle va se dénoncer, une grande brune. Mais vous vous rendez compte qu'elle doit avoir 65 ans aujourd'hui comme moi, hein? Eh bien oui. Vous savez, vous restez sur l'image, je ne sais pas, je dois avoir 15 ans, 16 ans. Vous restez sur l'image d'une jeune fille de 16 ans. Mais elle a la même image de moi. Bon, sauf qu'elle m'a peut-être vu à la télé, elle m'a peut-être vu vieillir. Elle. Mais bon, enfin, si, elle n'est pas là apparemment. Franck, tu pourras me donner la liste des gens qui habitent dans le coin parce que Très bien. Je vais retrouver son nom, hein, je te jure, je vais retrouver son nom. Mais elle viendra vous voir pour la dédicace. Merci beaucoup. Merci, Oui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, merci à vous. Vous allez pouvoir retrouver Michel Simès qui va vous signer ses livres. Et nous nous retrouvons lundi prochain avec Jacques Maillot, le chansonnier, et le 3 avril, dans 15 jours, avec Ségolène Royal. Wow. Oui, monsieur. Vous allez parler politique? On va parler politique, on va parler d'amour, on va parler de santé, de nucléaire, enfin on va parler de tout un tas de choses. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.